Le 7 mai 1995, Jacques Chirac est élu 5e président de la Ve République. De 1995 à 2002, Jacques Chirac va rester à l'Élysée pendant 12 ans. De son enfance dans la zone libre au sud de la France jusqu'à son ascension vers l'Élysée, Jacques Chirac aura rapidement gravi les échelons de façon fulgurante avant de devoir tenter 3 fois sa chance pour être élu président. D'abord conseiller du Premier ministre Pompidou, puis locataire à 2 reprises à Matignon, Jacques Chirac a multiplié les mandats pour rendre sa présence en politique indispensable, une vie politique marquée par des trahisons, le plus souvent en provenance de son propre camp. Jacques Chirac a réussi à accéder à l'Élysée avant tout grâce à son image de bon vivant, proche des Français, issu des zones les plus reculées, capable de se mettre tout le monde dans la poche, en public comme en privé. Voici l'histoire de Jacques Chirac. Nous sommes le 29 novembre 1932. Jacques Chirac naît à Paris, il est le fils de François Chirac et Marie-Louise Valette. Ils ont eu une première fille mais elle est décédée à l'âge de 2 ans. Son père est employé de banque puis directeur d'une entreprise d'aéronautique. Il est un père plutôt froid, autoritaire, à la fois présent mais distant. Sa mère par contre, c'est une vraie maman poule, protectrice. Ces deux familles sont issues de milieux laïques, républicains, plutôt bourgeois. Jacques Chirac n'a que 8 ans quand la Seconde Guerre mondiale éclate. En 1940, les Chirac quittent Paris occupé et s'installent en zone libre, d'abord en Corrèze, département d'où vient sa famille, avant de s'installer dans le Var. En 1945, la guerre se termine, à 13 ans, Jacques Chirac retrouve Paris. Ses professeurs le décrivent comme un élève rebelle, curieux de tout, et notamment de l'art asiatique. Il étudie des domaines variés, de l'art en passant par l'apprentissage du russe. 5 ans plus tard, en 1950, il obtient son bac avec mention. Il a clairement le dossier pour candidater aux grandes écoles, mais le jeune Jacques a faim d'aventure. Alors, contre l'avis de son père, il décide de se faire embaucher comme matelot sur un bateau au Havre, en Normandie. C'est là-bas qu'il connaît ses premières expériences avec les filles, avec le tabac, avec l'alcool. Mais au bout de quelques mois, il voit son père débarquer sur le port à son retour en bateau. Et bon, il lui laisse pas trop le choix, il faut rentrer pour reprendre les études. Après cette année de liberté, il intègre l'école de Sciences Po. Pendant ses premiers mois, il se rapproche du Parti communiste, il vend même le journal L'Humanité dans les rues de Paris. Et à l'école, ses professeurs sont plutôt satisfaits de ses résultats. C'était un étudiant remarquable, ce n'était probablement pas un étudiant différent. Donc facile dans ses études. Tout à fait facile dans ses études, timide. C'était un très brillant élève de Sciences Po. Bon, à l'école, il y a aussi son rapport avec les autres étudiants et les étudiantes. Jacques Chirac fait 1m90, il a de l'assurance, de l'humour, les filles tournent autour de lui, c'est un grand séducteur. Mais c'est à la bibliothèque de Sciences Po qu'il fait une rencontre bien particulière. Il croise une jeune fille plutôt timide, qui l'admire discrètement. Ils échangent quelques mots entre 2 étagères. Elle s'appelle Bernadette Chaudron de Courcelles. Avec le temps, ils se rapprochent. Si lui est un petit peu dissipé, Bernadette est une élève sérieuse. Elle va même lui faire des fiches pour préparer leurs examens. Et ils finiront par tomber sous le charme l'un de l'autre. En 1953, Jacques Chirac fait plusieurs séjours aux États-Unis, notamment à Boston. Là-bas, il travaille avec un ami dans un fast-food et son patron va vite s'apercevoir qu'il a du bagou. Alors il le positionne à l'entrée du magasin et lui fait vendre des glaces. Et à nouveau, les filles sont autour de lui. Il va faire la rencontre d'une certaine Florence Herlihy avec qui il va même jusqu'à se fiancer. Mais la tournure des événements ne plaît pas à leurs familles respectives, alors une nouvelle fois, son père le rappelle à l'ordre. Jacques Chirac retourne à Paris et rentre dans le rang. L'année suivante, il intègre l'ENA. Au milieu de son cursus, il fait son service militaire en contribuant à la guerre d'Algérie où il en ressort lieutenant. Jacques Chirac est d'ailleurs très attaché à l'Algérie française, un positionnement éloigné du gaullisme une nouvelle fois. Et c'est à cette période, en 1956, que Jacques Chirac épouse Bernadette. La famille de la jeune fille n'est pas hyper ravie de cette union, les Chaudron de Courcelles auraient préféré un jeune homme du même milieu social qu'eux. Une réticence qui ne les empêchera pas d'avoir 2 filles, Laurence en 1958 et Claude en 1962. Sa fille aînée, Laurence, sera d'ailleurs au cœur du drame familial des Chirac. Elle souffre d'anorexie mentale, le couple l'accompagnera toute sa vie pour faire face à la maladie. En 1959, Jacques Chirac sort diplômé de l'ENA, la politique l'intéresse de plus en plus. Après un passage à la Cour des comptes puis un stage à la préfecture de l'Isère, il intègre en 1962 la garde rapprochée du gouvernement, d'abord comme secrétaire général du gouvernement, puis comme conseiller de Georges Pompidou, Premier ministre. Et c'est le véritable coup de foudre, Chirac considère le Premier ministre comme son mentor, Pompidou apprécie également son jeune conseiller. À cette époque, l'ascension de Jacques Chirac est impressionnante. En 1964, le cabinet du Premier ministre décide
décide de le lancer en politique. Autour de Georges Pompidou, une jeune génération part à la conquête des bastions de gauche et du centre de l'ouest de la France. Chirac, avec ses origines corréziennes, est évidemment concerné, c'est la génération des jeunes loups. Et dès 1965, il devient conseiller municipal de la ville de Sainte-Féréole, en Corrèze. Alors il m'exposa ce qu'il était, ce qu'il voulait, ce qu'il ferait, avec tant de netteté dans les idées, de justesse dans l'appréciation des faits, et une assurance si tranquille dans l'expression de la volonté, que j'ai été vraiment frappé ce jour-là par à la fois la fermeté du caractère et la qualité exceptionnelle de l'esprit. En 1967, Georges Pompidou lance son poulain dans les élections législatives. Le Premier ministre veut lancer sa candidature dans une circonscription parisienne, mais Jacques Chirac choisit la difficulté et se présente dans une terre de gauche, chez lui, une nouvelle fois en Corrèze. Sur place, il réussit à se mettre tout le monde dans la poche. Il séduit les Corréziens, il renvoie l'image d'un homme proche des Français, éloigné des élites parisiennes. Et finalement, le 12 mars 1967, Jacques Chirac remporte cette terre de gauche jugée ingagnable de justesse avec 50,7% des suffrages et seulement 600 voix d'avance sur son adversaire communiste. Ce coup de force impressionne Pompidou, qui l'appelle désormais le bulldozer. Le 6 avril, il est nommé au gouvernement comme secrétaire d'État aux problèmes de l'emploi. À 34 ans, il devient l'un des plus jeunes membres du gouvernement de la Ve République. Après avoir aidé Georges Pompidou à résoudre la crise de mai 68, il continue son ascension. Il devient secrétaire d'État à l'économie, poste qu'il occupera sur la fin de la présidence de Charles de Gaulle et qu'il garde après 1969 et l'élection de Georges Pompidou à la présidence. En 1970, il conforte son ancrage territorial en devenant président du Conseil général de la Corrèze. En 1971, il devient ministre délégué aux relations avec le Parlement. En 1972, il devient ministre de l'Agriculture, un poste qu'il va particulièrement bien lui convenir. Le salon de l'agriculture devient l'illustration de sa proximité avec le monde rural. Le ministre de l'Agriculture ne fait qu'accompagner ou faciliter les choses. Mais le fond du problème, c'est que les éleveurs français sont devenus certainement actuellement les meilleurs du monde. Et toutes les races que nous voyons ici aujourd'hui en témoignent amplement, je crois que personne ne peut le contester. En 1974, Georges Pompidou promeut une nouvelle fois Jacques Chirac qui devient ministre de l'Intérieur. En seulement quelques années, Jacques Chirac est devenu un homme clé dans le milieu gaulliste. Il est l'un des très proches du président Pompidou, mais un événement va tout faire basculer. Le président de la République est mort. Un communiqué du secrétariat général de la présidence de la République vient de signaler que M. Georges Pompidou était décédé à 21h ce soir. La mort de Georges Pompidou touche Jacques Chirac. C'était son mentor. Il est dévasté, il apparaît touché, versant des larmes aux funérailles du président décédé. Cette disparition entraîne une élection présidentielle anticipée. Sur la ligne de départ, à gauche, François Mitterrand, à droite, le gaulliste Jacques Chaban-Delmas et le candidat de centre-droit Valéry Giscard d'Estaing. Jacques Chirac n'est pas très convaincu par la candidature de Chaban-Delmas. Il aurait préféré l'ancien Premier ministre Pierre Messmer, mais il ne se présente pas. Alors Chirac lance l'appel des 43, des parlementaires et des ministres gaullistes qui appelle à soutenir Valéry Giscard d'Estaing, un choix qui s'avère gagnant. Le 19 mai, Giscard devient président et pour récompenser le chef de file des gaullistes frondeurs, il décide de nommer Jacques Chirac Premier ministre. À 42 ans, l'ascension continue pour le Corrézien. Si en privé on le décrit comme un homme autoritaire, brutal, cassant, en public, il renvoie toujours l'image d'un bon vivant, proche des Français, une image à l'opposé du président Valéry Giscard d'Estaing qui a plutôt un air de bourgeois modéré, peut-être efficace politiquement mais déconnecté de certains milieux sociaux. Pendant le mandat de Giscard, le Premier ministre Chirac porte des évolutions majeures comme la légalisation de l'avortement aux côtés de Simone Veil, l'abaissement de la majorité à 18 ans, la réforme de l'audiovisuel. Si les dossiers avancent, la relation entre Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing est froide, les deux hommes s'apprécient modérément, ils se surveillent, Giscard le sait, Chirac a de l'ambition, Chirac lui reproche à Giscard de s'immiscer dans tous les dossiers et d'entraver sa liberté de Premier ministre. Le 25 août 1976, après plus de 2 ans à Matignon, Chirac démissionne et quitte Matignon. Son départ est vu comme un acte de rébellion par les giscardiens et signe le début de l'éclatement de la droite. Pour couronner le tout, le 5 décembre 1976, pour récupérer les ténors gaullistes, Jacques Chirac lance son nouveau parti, le RPR. J'ai l'honneur de proclamer Jacques Chirac président du Rassemblement pour la République. Rassemblement
pour la démocratie, mais aussi rassemblement dans la majorité. Le 25 mars 1977, Jacques Chirac se fait élire pour la première fois avec l'étiquette de son parti. Il devient maire de Paris. L'année suivante, pour les législatives, il prend la tête de la campagne électorale du RPR. Il fait élire 154 députés et devient le premier parti à l'Assemblée nationale. Jacques Chirac devient le personnage clé de la droite gaulliste. La présidentielle de 1981 approche. Pour la première fois, Chirac est candidat, mais ce choix ne fait pas l'unanimité. Dans son camp, certains estiment qu'il devrait attendre une autre présidentielle pour se lancer, et cette prudence va s'avérer être la voie de la raison puisque Jacques Chirac arrive seulement 3e avec 18% des voix derrière le socialiste François Mitterrand et le président sortant Valéry Giscard d'Estaing. Cet échec va toucher Chirac. Si publiquement il appelle à voter pour Giscard, certains de ses proches auraient appelé à voter pour Mitterrand pour éliminer Giscard de la scène politique. Le 10 mai, François Mitterrand sera élu. L'échec pour le président sortant est si marquant que Chirac va progressivement devenir la figure majeure de l'opposition à droite. Aux législatives, la gauche rafle logiquement la mise. Chirac est réélu en Corrèze face à un jeune énarque socialiste, un certain François Hollande. Avec ses 88 députés, Chirac est le premier groupe d'opposition devant l'UDF, parti politique de Giscard, qui n'a que 62 députés dans l'hémicycle. Si Chirac est clairement dans l'opposition, il fait partie des rares élus à droite à voter avec les socialistes pour l'abolition de la peine de mort. En 1986, la droite remporte cette fois les élections législatives. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, un président n'a plus une majorité de députés de sa famille politique. Mitterrand doit nommer un Premier ministre de droite et il choisit Jacques Chirac. Il revient à Matignon 10 ans après son départ, c'est ce que l'on appelle une période de cohabitation. Chirac fait tout pour appliquer une politique de droite, il privatise certaines entreprises, il libéralise le marché du travail, il met son nez partout, ce qui agace François Mitterrand. La cohabitation devient en 1988 l'affiche du duel pour la prochaine présidentielle. François Mitterrand gagne en popularité après 2 années aux côtés d'un gouvernement de droite. Les deux hommes se qualifient pour le second tour et le 28 avril, pendant le débat de l'entre-deux tours, les deux hommes s'affrontent avec notamment cette réplique culte. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, le seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Le 8 mai, François Mitterrand est réélu président. Jacques Chirac est loin derrière avec 45,98%. C'est sa 2e défaite. Sa femme Bernadette déclare même que les Français n'aiment pas son mari. Jacques Chirac doute et se demande s'il réussira un jour à devenir président de la République. À la fin des années 80, Jacques Chirac subit une petite dépression. Sa fille Laurence est de plus en plus malade, elle souffre de troubles alimentaires. En 1990, elle fait même une tentative de suicide. Professionnellement, sa carrière politique patine, la gauche est à l'Élysée et dans l'opposition, le RPR est rattrapé par des mouvements internes remettant en cause l'autorité de Jacques Chirac. Mais le maire de Paris tient bon et fait le dos rond. En 1993, la droite remporte largement les élections législatives, une nouvelle cohabitation se met en place. Jacques Chirac aurait pu retourner une 3e fois à Matignon, mais il propose à François Mitterrand de nommer Édouard Balladur. Édouard Balladur est un proche de Chirac, c'est aussi l'ancien secrétaire général de la présidence de la République à l'époque de Georges Pompidou. Les deux hommes se connaissent et se respectent. Chirac évoquera plus tard avoir fait un deal avec Balladur, lui donner le poste de Premier ministre en échange de son soutien pour sa candidature à la prochaine présidentielle, une révélation démentie par Édouard Balladur. Le bras droit de Chirac reste 2 ans à Matignon et progressivement les deux hommes deviennent rivaux. Édouard Balladur est Premier ministre, il est entouré de ministres chiraciens, un seul manque à l'appel, Jacques Chirac lui-même. En 1994, de nombreux ténors du RPR lui tournent le dos et affichent un soutien total à Balladur. C'est le cas notamment de Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur et ancien ami proche de Chirac, mais aussi du jeune Nicolas Sarkozy, ministre du Budget, très proche de Chirac, qu'il considérait jusque-là comme son fils. Nicolas Sarkozy est très proche de Bernadette, de ses 2 filles. Chirac encaisse les coups. Seul soutien inattendu envers lui en 1994, celui de François Mitterrand. En privé, il l'appelle à se déclarer candidat sans attendre dans la course à la présidentielle en lui lançant « C'est votre tour ». Et le 4 novembre, il annonce officiellement sa candidature. C'est ce matin dans le journal La Voix du Nord que le président du RPR déclare « Je suis candidat
car l'hypocrisie actuelle offense le civisme des Français. Jacques Chirac repart sur des bases qui ont fait son succès. Il sillonne la France, rencontre les Français, renvoie l'image d'un homme bon vivant, proche des gens. Son symbole de sa campagne électorale, culte, une pomme, pour rappeler sa provenance de Corrèze, attaché au monde rural, une image à l'opposé d'Édouard Balladur, le favori au début de l'année 1995, mais qui donne l'image d'un homme froid, arrogant, trop sûr de lui, enfermé dans les dorures de Matignon. Chirac fait campagne autour de la fracture sociale pour prendre des voix dans le camp des centristes et titiller même jusqu'à l'électorat au centre-gauche. Si au début les sondages le placent au plus bas, quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout dans cette campagne présidentielle, M. Chirac. Vous n'avez pas l'intention de renoncer, vous irez bien jusqu'au bout. C'est la question, c'est vrai que certains s'interrogent. Vous parlez sérieusement, là, ou vous faites de l'humour? On se demande de temps en temps de détermination, quoi qu'il arrive, c'est ça. Écoutez, soyons sérieux, je vous en prie. Plus les semaines passent, plus Jacques Chirac gagne des points dans les sondages. Le 20 février, à 2 mois du premier tour, les courbes se croisent. Pour la première fois, Chirac est devant Balladur et les courbes vont progressivement aller dans ce sens. Le 23 avril a lieu le premier tour. Jacques Chirac arrive deuxième avec 20,8% des voix. Derrière Lionel Jospin à 23,3%, mais surtout devant Édouard Balladur à 18,6%. Le pari est à moitié gagné. Malgré les trahisons, Chirac a su revenir. 2 semaines plus tard, le 7 mai 1995, c'est la consécration pour Jacques Chirac. Jacques Chirac, élu président de la République, il succède à François Mitterrand. Voici les scores. Je ferai tout pour qu'un État impartial, assumant pleinement ses missions de souveraineté et de solidarité, soit pour les citoyens le garant de leurs droits et le protecteur de leur liberté. Jacques Chirac sera réélu en 2002 et restera à l'Élysée pendant 12 ans. Il effectuera un septennat, puis le premier quinquennat de la Ve République. Il quittera l'Élysée en 2007, affaibli par un AVC survenu 2 années plus tôt. Il siégera au Conseil constitutionnel pendant 12 ans et contribuera au lancement du musée du Quai Branly à Paris, en lien avec sa passion pour les différentes cultures du monde. En 2011, il sera le premier ancien président de l'histoire condamné dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. En 2012, il annoncera soutenir François Hollande face à Nicolas Sarkozy pour la présidentielle. En 2016, sa fille Laurence décédera à l'âge de 58 ans. Dans ces dernières années, Jacques Chirac sera atteint de troubles de la mémoire et ne fera plus aucune apparition publique. Il mourra le 26 septembre 2019 à l'âge de 86 ans. C'est donc l'ancien proche qui l'a trahi, Nicolas Sarkozy, qui prendra sa suite à la présidence de la République, mais ça, c'est une autre histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est la 5e de notre série qui revient sur les parcours des présidents de la République. Vous pouvez retrouver les précédentes vidéos sur Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand sur notre chaîne YouTube. Alors abonnez-vous et activez les notifications pour découvrir nos prochaines vidéos sur les autres présidents de la 5e République.